Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un jour de rebond qui se confirme et qui se termine de belle manière pour les indices européens, puisqu'on gagne plus d'1,5% sur les indices européens après avoir perdu entre 1 et 2% sur la séance d'hier. Un jour de rebond qui montre que la volatilité est de retour et qu'elle est peut-être là pour durer encore un certain temps. Néanmoins, on va se satisfaire d'une belle clôture à Paris avec un CAC qui renoue avec les 6600 points en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front de la macroéconomie, on commence à avoir une accumulation de signaux positifs sur le front de l'emploi aux États-Unis. On l'a vu hier à travers l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de septembre qui sont ressortis au-delà des attentes à 586 000. On le voit aujourd'hui avec l'indicateur hebdomadaire des inscriptions au chômage. Cette fois, le chiffre est un des plus bas qu'on a pu observer sur une semaine aux États-Unis depuis le début de la crise pandémique. 326 000 inscriptions au chômage sur la semaine écoulée aux États-Unis. Et donc, on attend quand même un bon rapport sur l'emploi ce vendredi à 14h30. Ce sera le chiffre macro de la semaine. Le marché, les économistes sont positionnés pour 450 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, après un chiffre qui avait été jugé quand même assez faible au mois d'août, à 235 000. Voilà pour les sujets du jour. Dans un instant, avec nos invités de Planète Marché et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré ce soir à la démocratisation du private equity avec une nouvelle offre qui arrive sur le marché qui a été designée par une des grandes figures françaises du private equity, Frédéric Stollard, qui sera avec nous d'ailleurs en plateau à 17h45. Frédéric Stollard qui est accompagné dans cette aventure Altaroc, c'est le nom de la plateforme, par le pape français du private equity, Maurice Géniaud, le fondateur d'Apax. Et ce sera donc le sujet de notre discussion à partir de 17h45, comment donner accès à tous au meilleur du private equity. Moins 2 hier, plus 2 aujourd'hui, c'est l'ambiance du moment sur les marchés. Tendance mon ami, chaque jour à 17h avec Alix Nguyen. Effacer les pertes d'hier, la bourse de Paris affiche un gain d'1% sur la semaine. Les bourses européennes dans leur ensemble sont en nette progression. Même ambiance du côté de Wall Street qui commençait la séance en hausse. Alors que les cours du gaz atteignaient de nouveaux records hier en pleine crise mondiale de l'énergie, Vladimir Poutine s'est attelé à faire redescendre la pression en assurant une augmentation des livraisons de gaz à destination de l'Europe. Et puis l'extension provisoire du plafond de la dette américaine est une autre source d'apaisement pour les marchés. L'amélioration du marché du travail outre-Atlantique se confirme. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en baisse à 326 000. À noter que le rapport sur l'emploi américain est attendu demain. Et puis, ultime élément rassurant, il s'agit de la perspective d'une rencontre virtuelle avant la fin de l'année entre Joe Biden et Xi Jinping. Une nouvelle annoncée hier à l'occasion d'une rencontre à Zurich entre des hauts responsables américains et chinois. Le rendement des emprunts obligataires se stabilise, celui du Bund allemand à 10 ans se détend de 2 points de base. Bloomberg nous rapporte que la BCE réfléchirait à un nouveau programme d'achat d'actifs. Il s'agirait de pallier l'actuel plan d'achat d'urgence pandémique une fois celui-ci terminé. Ce regain d'optimisme atténue largement la déception de la production industrielle allemande. Elle est en baisse de 4% pour le mois d'août. Tous les grands secteurs de la côte européenne évoluent dans le vert, dont ceux du pétrole et du gaz. L'indice Stoxx avance légèrement malgré la baisse des prix de l'énergie. Alors qu'il souffrait particulièrement hier, les secteurs de l'automobile bondissent, celui des matières premières aussi. Et puis on relève que le secteur de la construction bénéficie largement des commentaires optimistes du groupe suisse Sika quant à sa capacité à surmonter la hausse des prix des matières premières. À Paris, Saint-Gobain gagne plus de 4%, soit l'une des meilleures performances du CAC 40. Demain, au-delà du rapport de l'emploi sur l'emploi américain, les marchés financiers chinois rouvrent leurs portes. Se pose la question de la façon dont seront accueillis les déboires persistants d'Evergrande, sans compter ceux naissants de Fantasia et les tensions sur le marché du gaz. Toujours en Chine sera publié l'indice PMI du secteur des services en septembre.
Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. DG de 4 Points IM. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Advisor ESG et je suis ravi d'accueillir Edmund Ching pour sa première. Edmund, bonjour. Bonjour. Vous êtes Global CIO, directeur des investissements global de BNP Paribas Wealth Management. C'est votre première. Edmund, vous avez le droit à la parole en premier pour commenter l'ambiance de marché. C'est ce que je disais en titre. La volatilité est de retour depuis quelques semaines. Elle semble s'installer. On voit des alertes un peu plus fréquentes sur les marchés. Moins de hier, plus de aujourd'hui. Qu'est-ce que ce régime de marché, ce régime de volatilité nous dit des sujets et des inquiétudes peut-être des investisseurs aujourd'hui? Honnêtement, pas grand-chose. Ah. Parce que, de point de vue saisonnel, tous les septembre, normalement, sont assez volatiles. Septembre, historiquement, est quand même le mois le pire de l'année, de chaque année, normalement, pour les bourses. Donc, qu'est-ce qui se passe? La bourse, les marchés actions baissent un peu. Alors, ce que m'étonne un peu plus, c'est qu'on n'a pas vu de la volatilité dans les marchés actions depuis très longtemps. Oui. Donc, c'est pour ça que peut-être moins de plus de... Honnêtement, c'est pas très grave. C'est pas une vraie volatilité. C'est pas ce qu'on a vu en 2008, en 2011, en 2000. Là, ça c'est une volatilité, ça une crise. On n'a pas de crise aujourd'hui. On a des petits soucis, mais pas une vraie crise. Donc pour moi, pas de soucis. Et normalement, à partir de mi-octobre, la tendance s'annonce très bien, excellent même, pour les marchés actions, notamment en Europe, jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous fait être confiant à ce point-là, Edmund? Le momentum de bénéfices nets par action des actions en Europe et aux États-Unis reste à la hausse. La tendance toujours haussière. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, le taux réel à long terme, les obligations au taux réel long terme restent très négatifs, qui donne qui soutient bien les marchés actions. Et enfin, la croissance économique. Bien sûr, on parle de la stagflation, la peur d'inflation aujourd'hui, blablabla, mais enfin, en fin de compte, le niveau de croissance mondiale reste bien orienté, même pour 2022, malgré tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui avec les puces semi-conducteurs et tout. Ok, très bien, on a des petits soucis, mais c'est normal. On n'a jamais vu une telle récession suivie par un tel rebond en si peu de temps. On n'a jamais vu, même dans les années 30, jamais vu. Donc, c'est difficile à décrypter ça aujourd'hui. C'est intéressant. Vous dites qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Les fondamentaux restent positifs, même en termes de croissance, parce qu'on a quand même une accumulation de sujets. La crise énergétique qui vient rajouter quand même un sujet supplémentaire au problème de pénurie, de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Sur le front des banques centrales, on a quand même un petit virage qui est en train de se mettre en place avec l'idée qu'on va réduire quand même un peu le niveau d'accommodation générale que les banques centrales peuvent apporter aujourd'hui. Pour autant, vous dites, le marché aurait tort de repricer trop fortement les anticipations de croissance qu'on a pour demain là. Exact, parce que bien sûr, leur croissance économique va quand même baisser parce qu'on est au niveau qui ne sont pas soutenables à terme. Pas du tout, parce qu'on a des chiffres mais fabuleux, mais ce n'est pas soutenable à long terme. Donc il faut quand même que les chiffres baissent au niveau plus raisonnable pour le long terme, mais je trouve ça tout à fait normal. Et c'est tout. Bon, lecture positive, c'est le verre à moitié plein. Alors, est-ce que vous partagez cette idée-là, Nathalie, sur le moyen terme, notamment? Ou est-ce qu'il y a quand même des raisons d'être peut-être un peu plus inquiet aujourd'hui sur les marchés? Non, mais sur le moyen terme, on ne peut qu'être d'accord, parce que globalement, c'est vrai, le contexte est plutôt positif. Et puis, il faut voir que le marché, en fait, c'est vraiment plutôt un sentiment. Parce que il y a 1 an et demi, on se serait réjoui de voir des matières premières aussi élevées. Ça veut dire qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait de la demande. Et aujourd'hui, on serait très très content d'avoir un pétrole à 30 $, parce qu'on dirait que c'est des coûts matières moins importants. Le problème, c'est que le marché se focalise toujours sur qu'est-ce qui pourrait faire que l'emballement, en fait, s'arrête. Et on a dans les craintes du marché que l'on voit dernièrement, certes, on peut rester très positif sur les marchés actions. Après, le problème, c'est que toutes ces données-là
font qu'il y a des rotations monstrueuses à l'intérieur. Oui. Et que, bien sûr, que globalement, on peut rester petit parce qu'on peut se dire, bah, c'est pas grave si les coûts de matières premières augmentent, si le pétrole continue à monter. Bah oui, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de pétrolières dans les indices. Donc, elles vont en profiter. Et puis, si les taux montent, bah, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de bancaires aussi dans les indices. Et donc, les bancaires vont monter. Ce sont les 2 seuls secteurs, d'ailleurs, qui ont été positifs à travers le mois de septembre, qui était un mois négatif au global pour les marchés. Bah, parce que pour une fois, c'est des secteurs sur lesquels, en gros, tout est rose d'un coup. C'est pas cher, ça offre du rendement, leur chiffre d'affaires peut monter, leurs marges peuvent monter, et globalement, ça devient en fait l'actif refuge. Et en plus, c'est des secteurs cycliques. Donc, si on croit que tout va être magnifique demain parce qu'on a une croissance monstrueuse et que le seul problème, c'est qu'en fait, on a tellement de demandes qu'on n'a pas suffisamment d'offres en face pour venir, ben c'est le secteur à voir. Il n'y a rien qui n'aille pas. Ça fait... Non, mais juste d'entendre ça, c'est-à-dire que les pétrolières et les bancaires deviennent aujourd'hui des secteurs refuges pour les investisseurs. Je crois que je n'ai pas entendu ça en 10 ans. Non, mais en fait, c'est un constat. Je pense oui. Non, c'est juste l'explication que quand il y a exactement la même chose qu'à l'inverse, reprenez il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, mais au cœur de la crise, les secteurs, en fait, qu'est-ce qui s'en sortait et même montait dans un marché qui était exécrable, les valeurs les plus chères, avec de la croissance, ceux qui tiraient profit de cette crise du Covid. Et donc, ça pouvait être contre-intuitif de se dire, mais attendez, comment on peut être acheteur de risques, être acheteur de valeurs dans un marché aussi horrible que ça ? Les investisseurs raisonnent toujours avec des choses sensées quand même. Donc, il y a ce cumul de facteurs positifs, plus un facteur d'incertitude en moins par rapport aux autres secteurs. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller que là-dedans. C'est que tout le monde a des craintes quand même sur les publications du T3. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette rotation-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grosse partie des anticipations sur lesquelles les secteurs qui vont souffrir, dont les marges vont souffrir parce que les coûts matières sont importants pour eux, les coûts du fret sont importants pour eux. Et donc, de fait, leurs marges vont être un peu sous tension. Ça a déjà été intégré par le marché sur le mois de septembre et début octobre. Ces risques de sur ces secteurs-là, banques, pétrolières et énergétiques, globalement, ils sont beaucoup plus faibles puisqu'il y a une lisibilité qui est plus importante. Et puis après, j'entendais un analyste spécialisé sur le secteur énergétique ce matin et je lisais quelque chose sur un papier dessus qui explique clairement et simplement que globalement, même si on va vers quelque chose de plus vert, même si on sait que le pétrole, sur du très long terme, ça va être remplacé, il y a quand même un problème aujourd'hui qui n'est pas que lié à l'OPEP, qui est que la production, le besoin, en fait, en énergie pétrolière, tant qu'on n'a pas le renouvelable qui prend le relais, est beaucoup plus important que la capacité à produire. Donc, il y a un déficit sur les 5 prochaines années par rapport à ce besoin de pétrole qui peut justifier que les cours continuent à monter. Lié au sous-investissement chronique des dernières années dans le secteur. Hein. Là, il y a un gap qui s'est mis en place et qui est compliqué à combler, si ce n'est à travers du charbon, du pétrole, à n'importe quel prix. Et puis l'autre côté, qui est de dire de l'autre extrémité, les valeurs de croissance, si on pense que les taux vont monter, même s'ils montent progressivement, il y a un dégonflement de la valorisation de ces valeurs de croissance. Donc il y a des rotations intérieures des segments actions, mais on reste positif sur les segments actions. Alain, petit commentaire général sur le marché, fragilité, résilience. Oui, je vais essayer de compléter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu original. Enfin, original pas vraiment, mais je dirais 2-3 petites choses. La première, c'est sur les taux d'intérêt. Donc il y a un peu une anticipation de remontée des taux d'intérêt. Donc il y a un sujet économique à moyen long terme. Alors quelquefois, quand on se dit il pourrait monter beaucoup, donc ça fait une journée comme hier, puis finalement on injecte, donc ça se calme, puis on revient comme aujourd'hui. Mais je pense que ça crée un trouble sur les marchés parce qu'on se dit c'est pas tellement pour l'économie que c'est gênant. Aujourd'hui, on n'imagine pas que ce soit gênant pour l'économie. On imagine que ça soit un peu gênant pour quelques secteurs. Donc, on a évoqué les valeurs de croissance qui se font un peu raboter. Mais il y a aussi une petite crainte, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ça en tête. C'est qu'il y a quand même beaucoup de leviers sur le marché. Il y a quand même des segments, on a cité le cas chinois avec Evergrande et maintenant Fantasia, de quelques endroits comme ça. Alors, il peut y avoir des accidents. Donc, il va y avoir quand même un peu comme ça la chasse aux pouilleux là, dans la période qui va arriver avec ceux qui sont trop endettés. Des endroits où il y a un peu trop de levier, et sur le marché, on sait généralement, quand il y a un peu trop de levier, à un moment donné, ça finit toujours par craquer quelque part. Donc, je ne suis pas inquiet sur la tenue générale des marchés.
Par contre, cette petite tension sur les taux alerte un petit peu en se disant il peut y avoir des endroits où ça peut casser quand même et taper assez fort quand même, style immobilier chinois. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est marrant, j'ai regardé mes notes la dernière fois, parce que j'avais fait des notes la dernière fois, je les ai pas fait cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Mais j'avais fait des notes et j'avais regardé et on disait quels sont les endroits où il pourrait y avoir du risque. Et pour moi, le risque, il peut venir par les devises en fait, parce que tout est vraiment sous contrôle de partout. Oui, et ça commence à bouger d'ailleurs. Alors c'est ça un peu, c'est un petit peu la nouvelle par rapport à la fois d'avant où j'étais venu il y a très longtemps. Vous m'avez pas invité depuis très longtemps. Il y a un mois. Oui, il y a un mois. Bon, ça va. non, mais je plaisante, mais bon. Non, mais blague à part, ça commence à bouger un petit peu. Ouais. Alors avant, on avait de temps en temps la livre turque qui fait la danse de Saint-Guy. Bon, on s'en fout un peu, la livre turque, tout le monde s'en tape. Mais par contre, quand on regarde l'eurodoll, ça commence à bouger un peu. Et en fait, le sujet là-dessus, c'est, on s'est aussi dit depuis un moment, c'est tant que les banques centrales sont coordonnées ou à peu près, même si elles ne le disent pas vraiment, le risque, il est quand même très faible globalement. On ne peut pas avoir un accident majeur. Par contre, et moi, c'est ça un peu qui me fait allumer un petit warning. Bon, enfin, faut bien dire quelque chose, sinon on ne va pas parler de la hausse de la bourse, machin. Mais le truc, c'est les deux warnings, c'est des effets de levier. Ah ouais, j'entends. Donc ça, il y a ça. Et ce petit truc qui arrive sur les devises, alors c'est pas énorme, hein, mais on était tellement... Le petit truc, c'est le dollar qui se renforce. C'est quand même ça. Bah, c'est quand même... Le truc qu'on voit un peu tous en ce moment, c'est le dollar qui est au plus haut depuis un an. C'est ça. C'est pas délirant, mais voilà, l'eurodoll est à 1,15. Et personne ne commente. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire officiel sur la parité de change. Donc ça, c'est... Et alors, par contre, moi, ce que j'entends, je regarde toujours les stratégistes américains, je regarde les grands stratégistes américains, et ils nous disent tous que le dollar va baisser, ce qui incite à l'humilité. Moi, je me souviens, en début d'année, le consensus, on devait être autour d'1,20 sur l'euro-dollar, c'était 1,40. Oui, c'est pas de chance, quoi. Et puis l'autre point, quand même, c'est le dernier, je finis là-dessus, c'est ce petit problème de gouvernance. Vous savez que le ESG m'est cher, et la gouvernance de la Fed me fait quand même poser 2-3 petites questions, quand même. Non, mais alors je veux bien que vous précisiez un peu ce point-là, parce que, effectivement, j'en parle pas plus que ça, parce que, bon, c'est des personnalités au sein de la Fed qui dirigent des Fed régionales, etc. Mais vous dites quand même, derrière les hommes et les femmes qui dirigent les banques centrales, il y a quand même des sujets, là. En termes de comportement, mais c'est quand même incroyable. D'accord. Pourquoi pour le marché, ça peut être un problème? Non, mais... Que ça choque, ok, mais je veux pas... Mais c'est de la politique, tout ça. Donc, à un moment donné, les citoyens américains pourraient quand même être en droit d'être choqués, de se demander ce que c'est que cette institution où les gars, ils font de la spéculation avec des informations d'initiés. C'est pas le gars, il n'a pas un portefeuille boursier depuis 50 ans, et puis de temps en temps, il fait des ventes, des achats. Et là, ils font des opérations. La question de marché, est-ce que ça affaiblit la crédibilité de la parole de la Réserve fédérale américaine quand elle parle au marché? À contrario, ça la renforce pas. Donc, à partir de là, c'est gênant. Donc, il va falloir le traiter, ce sujet-là, parce que les Américains, c'est pas certains pays européens où on va laisser passer des trucs. Ils vont se retrouver devant des commissions du Sénat, des commissions diverses et variées, où ils vont devoir s'expliquer, ils vont passer un sale quart d'heure, les gars, quand même. Hein. Donc, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça décrédibilise un peu. Et alors, l'autre, qui a son mandat renouvelé bientôt, Jérôme Powell, ça va... pas encore officiellement. Ouais, mais ça le crédibilise pas, quoi. Donc, tout ça n'est pas très bon. Alors, vous me direz, c'est un peu contradictoire avec un dollar qui monte, mais voilà, je pense qu'il y a un peu de bruit autour de la Fed, autour des parités. Alors, c'est des tout petits bruits. Hein, les taux, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment... c'est pas une explosion. Non. Mais tout ça fait un petit bruit global qui, par endroit, peut être gênant. Edmund, je reviens à votre vision plutôt constructive sur les marchés. Beaucoup de bruit aujourd'hui, mais ça ne vous inquiète pas sur le moyen terme. Quand vous regardez quand même la dispersion qui s'est installée dans les marchés à travers le mois de septembre, les fameuses rotations sectorielles, où est-ce que vous voyez des opportunités à saisir, justement? Mais deux secteurs, absolument, je suis absolument d'accord. Les secteurs bancaires et les secteurs pétroliers. Et je veux dire une chose, que le secteur pétrolier peut être un secteur ESG positif. C'est possible. Là, vous lancez le débat, c'est parfait. Je sais que tu voulais lancer le débat, donc je fais ton boulot pour toi. Exactement. Non, mais la question, c'est... la crise énergétique révèle quand même des failles absolues dans le mix énergétique tel qu'il est composé aujourd'hui. Il y a une logique ESG dans les marchés qui... interdit, pour dire les choses simplement, à bon nombre d'investisseurs d'afficher des valeurs pétrolières dans leurs fonds
brandés, marketés, climat, transition énergétique, ou pour des questions de label, ou ne serait-ce que parce que le client final ne peut pas comprendre cette idée-là aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt là. C'est plutôt ce deuxième problème, c'est une question de marketing. Comment faire comprendre à nos clients qu'on peut avoir un fonds ESG positif qui comprend quand même les valeurs pétrolières dedans. Grâce à la taxonomie. Voilà, grâce à la taxonomie qui est déjà mise en place par l'Union européenne. Donc c'est un truc imprimé sur papier et on suit tous. C'est possible. Mais vous dites, premier point, Edmund, en tant qu'investisseur rationnel, raisonnable, conscient de l'enjeu climatique, vous dites avoir du Total Energy ou une autre, BP, Shell, enfin voilà, les big oil. Vous dites c'est pas une aberration. Non, au contraire, c'est peut-être même logique et légitime. Peut-être. Ça dépend de la tendance. Donc effectivement, la direction, le momentum dans la société. Si, par exemple, le rôle de Shell, Total ou autres continuent à investir dans les énergies renouvelables, dans les technologies pour capter le carbone, ça, c'est une bonne chose. Nous, comme investisseurs, devons encourager ces sociétés à continuer à faire ces investissements. Et c'est ça qui est important. On fait la transition, on ne peut pas passer, c'est pas binaire, on passe pas de 1 à 0 demain. Impossible. Mais il faut faire ça progressivement, il faut garder ça en tête. Et si, par exemple, les grands pétroliers investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, dans les stratégies pour capter le carbone, de réduire nos émissions de carbone, c'est quand même la bonne direction pour tout le monde. Et pourquoi le message est compliqué à faire passer au client final ? Dans le monde du retail, notamment, ou de la gestion privée, en l'occurrence. Oui, parce que c'est très simple. Il dit, attendez, si on fait une extraction de pétrole, des puits, c'est quand même du charbon à la fin. Ça va faire des émissions CO2 à la fin. Bien sûr. Mais c'est, encore une fois, c'est comme réduire les émissions. On peut passer de quelque chose à 0 demain. Impossible. Parce qu'on consomme trop d'énergie. Et même si on fait une transition énergétique au plus vite que possible, c'est quand même impossible de faire ça demain parce que nous n'avons pas les technologies nécessaires. On le voit aujourd'hui. Les centrales à charbon tournent comme jamais dans le monde. Exactement. On a la conclusion qu'on ne voulait jamais avoir, c'est qu'on brûle plus de charbon aujourd'hui que dans les années passées. Pourquoi ? Parce que par exemple, en Allemagne, ils ont décidé de quand même exclure l'énergie nucléaire à partir de 2022. Ah oui, très bien, mais en remplaçant cette génération d'électricité avec quoi ? Oui, avec le vent, avec les éoliennes, le solaire. Mais si le soleil un jour ne brille pas, le vent ne souffle pas, qu'est-ce qu'on fait alors ? Un peu de gaz russe. Et après, c'est le charbon allemand. On brûle le charbon allemand à cause de ça. Donc il faut une infrastructure de stockage d'électricité qui n'existe pas pour l'instant. Alain, alors j'ai répété cette question pour vous. Non mais si, parce que je veux bien la poser. Est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur, encore une fois, rationnel, raisonnable, conscient des enjeux climatiques et avec l'intention de faire du bien ou d'apporter sa pierre à l'édifice vis-à-vis de la transition énergétique, est-ce qu'il faut concevoir que le statut boursier d'une entreprise comme Total Energy puisse changer au point que demain, Total Energy soit considéré comme une green stock ? Alors, je dirais que là, c'est un peu une question d'horizon. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, et je trouve que ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on sait ce qui s'est passé sur le charbon. C'est-à-dire que jusque maintenant, on parlait dans le vide. C'est-à-dire que les mines de charbon et les producteurs de charbon aux États-Unis, qui sont privés, avaient monté, avaient un parcours boursier, ça montait, ça baissait. Bon. Et puis, on voit que ce qui s'est passé, à force qu'on leur tape dessus, que même pour acheter une pelle, ils n'ont plus de financement, ils ont tous fait faillite. Ceux qui avaient une part de leur activité dans le charbon l'ont vendu, l'ont même parfois donné de l'argent pour que quelqu'un le fasse tourner. Et ces quelqu'un ont tous fait faillite aussi. Donc c'est en train de partir de l'écart. Donc on voit bien ce qui se passe quand on reste spécialisé sur des énergies, sur des énergies qui sont pas propres en fait. Donc ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est comme ça déjà pour le pétrole de schiste aussi.
C'est-à-dire que le pétrole de schiste ne fera pas le complément comme il l'a fait il y a 7-8 ans. Parce qu'il n'y a plus de financement. Il n'y a plus de financement. Et puis, alors pareil, il y a des gens qui font spécialisés dans le gaz de schiste, le pétrole de schiste, ils sont tous en train de partir dans le décor. Donc on voit sur un horizon très long, ceux qui s'amusent à faire les malins en disant je resterai jusqu'au dernier moment dans le pétrole et uniquement dans le pétrole, vont partir dans le décor. Donc j'ai entendu il y a quelques mois le patron de Chevron, c'est quand même impressionnant. Le gars, il vous dit, donc super sapé, costard, machin et tout, et puis il vous dit non, nous on a fait du pétrole depuis que la boîte est créée. Le monde entier est venu chercher du pétrole chez nous. Ça a permis un développement économique extraordinaire. On continuera. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont rencontrer un gros mur à un moment donné. Et le patron, regardez-le bien, parce que je pense qu'à un moment donné, on va lui dire d'aller jouer ailleurs, quoi. Mais les autres, ceux qui sont en train de faire autre chose, parce qu'ils voient le vent venir, ils sentent le vent venir, enfin, le vent tourner plus exactement. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Et je pense que ce qui va nous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la taxonomie. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on vous dit ce que vous avez de vert est libellé taxonomie européenne, est un investissement, est un bien durable dans lequel vous pouvez investir. Donc on va pouvoir dire mon portefeuille il est X% aligné sur la taxonomie. Donc quand Total fait 80% de pas vert, pas durable, et 20%, il est affiché à 20%. Et demain, aujourd'hui, on affiche juste le chiffre d'affaires vert, c'est-à-dire tout ce qu'ils vendent en éolien, en solaire, etc. Donc ils ne sont même pas à 20%, ils sont à 6-8, quelque chose comme ça. Mais demain, on va rajouter le cash flow. C'est-à-dire qu'on va rajouter les investissements, le capex, de ce qu'ils font dans des énergies renouvelables. Et donc, on va pouvoir afficher de manière officielle, sans violer qui que ce soit, on pourra afficher que telle boîte d'énergie est à 40%, telle autre à 30%, telle autre à 20%. Et dans vos portefeuilles, vous ferez voir ça. Et puis, ce qui est bien dans cette réglementation, c'est que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que le client, monsieur, et ses intermédiaires devront afficher pour leurs clients un alignement taxonomie. En tant que gérant, la même chose. En tant que banque, la même chose. Et Total donnera des chiffres de la même façon que Chevron, de la même façon que Royal Dutch, etc. Donc, on aura comme ça une homogénéité, on aura un genre de plan comptable extra-financier qui permettra de jauger les investissements les uns par rapport aux autres. Et on vous embêtera plus sur le nom de l'émetteur, on vous dira... Parce que quand vous aurez un portefeuille qui sera à 0% ou 5% taxonomie, et puis un autre à 40%, le client de la BNP, il dira je préfère ce fonds-là que cet investissement-là qui n'est pas bon, quoi. Et ça sera un peu tamponné officiellement. Mais ce ne sera plus la question de savoir est-ce qu'il y a Total ou pas dans le... Mais donc la logique va changer, vous dites quand même. Ah mais après, il y a un truc de pédagogie, on en parlait en antenne avec Nathalie, c'est un truc de pédagogie. Et la pédagogie, ça vient pas... c'est pas parce que je l'ai dit ici que le monde entier va changer demain. Il va falloir répéter, expliquer. Et d'ailleurs, le problème qu'on a, par exemple, sur et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important, et les Français se sont fait rouler dans la farine avec cette histoire de taxonomie sur le nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire... Non, c'est pas fini, ils vont faire de la politique, mais c'est dommage que techniquement, ils n'aient pas réussi à faire passer le truc, parce que il y a des histoires de taxonomie sur quand vous avez un investissement qui a un biais négatif sur quelque chose, et en l'occurrence, le nucléaire a un biais négatif sur la biodiversité, on peut pas dire le contraire, les déchets, mais voilà, donc on va régler ce problème-là pour des raisons politiques, et le gaz l'est parce qu'il remplace le charbon, donc comme c'est moins polluant, c'est plus efficace, etc. Mais l'Allemagne aura le gaz et la France obtiendra le nucléaire. C'est pour vous dire que la taxonomie, c'est hyper important. Vous voyez les Français, comment ils se battent pour que la taxonomie soit prise en compte, parce que, pourquoi ils veulent ça ? Parce qu'ils veulent que l'épargne aille financer ces évolutions, et pas le budget de l'État. Parce que demain, si on ne change rien, c'est le budget de l'État qui finance, et on préférerait que ça soit l'assurance vie de M. Favet et de Mme Pelleras qui finance ça plutôt que le budget de l'État. Donc ces choses-là. Donc oui, il y a des énergéticiens qui changeront demain de statut boursier. Voilà, parce qu'on aura des éléments pour le démontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile quand vous lisiez, quand vous arrivez de votre client, j'ai du Total en portefeuille. Le client il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Moi, je voulais un fonds durable, quoi. Je voulais pas un truc. Mais demain, quand vous direz, il est durable, on vous le prouve, il est à 40% ou 50% ou 60%, vous pourrez montrer quelque chose. Est-ce qu'il faut avoir du Total Énergie en portefeuille dans une logique de participer, d'investir sur le thème de la transition énergétique, Nathalie ? Je pense qu'il ne faut pas avoir que la transition énergétique, parce qu'en fait, la transition énergétique, c'est une des thématiques sous-jacentes dans l'intégration d'une approche ESG, mais globale. Et que, bien sûr, et c'est toute la partie verte, mais il ne faut pas oublier, les autres éléments,
qui sont la gouvernance, Alain le rappelait tout à l'heure, et puis et la gestion en fait globale d'une société. Et sans oublier non plus que tout est aussi une question de plus on aura donné, mieux ce sera, mais en relatif. Vous savez, on parle souvent des approches best in class. Oui. Qui permet en fait, qui a cet avantage, elle a d'autres inconvénients, mais elle a un avantage qui est en fait de ne pas bannir, de ne pas proscrire un secteur en disant en fait voilà, on décrète que ce secteur-là on n'en veut pas pour X raisons, parce que le jeu c'est pas bien, c'est controversé, le jeu c'est pas bien, le pétrole c'est pas bien parce que ça pollue. Non, on va regarder secteur par secteur en essayant de trouver une façon de noter quels sont les meilleurs élèves de ces secteurs-là, parce qu'ils investissent réellement, parce qu'ils polluent moins, parce qu'ils ont une meilleure gouvernance, ce qui permet de pouvoir justifier de continuer à avoir ces secteurs en portefeuille. Et surtout, après, il faut choisir, en fait, quelle thématique, quel est le sens que vous donnez à l'investissement. Nous, on fait plus de la multigestion sur cette partie-là. Dans des mandats thématiques, dans des mandats dynamiques basiques, sur lesquels je n'ai pas cette notion de thématique autre, on peut être investi sur une thématique matière première, parce qu'elle peut avoir du sens financièrement. Et vous pouvez trouver aujourd'hui des fonds matières premières avec des approches ESG qui, justement, eux-mêmes vont intégrer ces filtres. Donc, en fait, je délègue la patate chaude. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est que de la même façon qu'une boîte, pour qu'elle puisse devenir propre et toute belle en ESG, il faut qu'elle investisse de façon monstrueuse. Eh bien, les asset managers, les analystes, pour pouvoir décortiquer, analyser une valeur et vouloir réellement lui donner une notation, eux aussi, il faut qu'ils investissent, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Donc, si vous voulez pouvoir être sûr que quand vous achetez un secteur ou une thématique, il y ait cette approche qui a été faite de façon ESG, de façon vertueuse, une réelle approche, et pas une approche marketing, je m'estampille un peu ESG, mais en fait, en réalité, j'en fais pas vraiment. Mais oui, il faut faire appel à des spécialistes. Et là, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait avoir une exposition sur des secteurs. Alors évidemment, je mets armement et charbon, mis à part. Il y a des secteurs qui sont vraiment sur lesquels l'ESG ne passe pas. Le tabac aussi, peut-être. Alors le tabac, bien sûr. Oui, mais c'est un point intéressant, Nathalie. Regardez les ratings ESG de boîtes comme Thales, comme Airbus. C'est pas des boîtes qui sont mal notées. Il y a une partie, j'ai pas le... Airbus moyen, quand même. Airbus moyen, à lundi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette approche en relatif. C'est-à-dire que vous regardez ceux qui font de la notation, donc des spécialistes là-dessus, ils vont pas regarder que la société en valeur absolue, ils vont regarder un peu son secteur d'activité. En gros, est-ce qu'il est très très mauvais en environnement, en sociétal, en gouvernance ? Et donc ça donne déjà un capital risque. Et après, ils regardent comment la société gère ce risque, est-ce qu'elle réussit à le baisser ? Et donc vous pouvez avoir, oui, si un Thales versus ces autres acteurs du secteur a une façon de gérer, j'en sais absolument rien, une façon de gérer et donc de baisser ces risques ESG, elle peut avoir une meilleure note que d'autres. Après, bien sûr, si vous voulez être vertueux totalement là-dessus, les premiers secteurs qui sont exclus, et d'ailleurs, même ceux qui ne font pas de ESG en général les excluent, c'est le charbon. Ça a commencé il y a des années, tout ce qui était mine antipersonnelle, quand ça a été ouvert armement, charbon, tabac, jeu. Ça, c'est des secteurs sur lesquels, oui, c'est difficile si vous êtes un puriste de trouver des... Et en même temps, tous les Français sont contents d'avoir participé à l'introduction en bourse de FDJ, par exemple. Oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, le côté extrémiste dans l'intégration de ces notions-là, tout doit se faire en douceur. Il faut du temps pour cette transition-là. Donc, et puis sinon, il faut trouver quelqu'un derrière pour prendre le relais. Parce que si ça ne peut plus être privé, il faut que ce soit public. Oui, du temps, sauf qu'on en manque. C'est le temps déjà qu'on a perdu depuis 2015, les accords de Paris, etc. La nouvelle COP arrive. Tous les États et tous les corporates qui avaient tous signé les engagements de Paris en 2015 sont tous en dehors des clous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va les États en tout cas. Oui, mais après, c'est qu'on dit, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui va financer ça. Donc, c'est des États. Pour moi, il y a deux sujets. Bon, il y a le sujet de transition climatique. Je pense que quand même, c'est l'enjeu majeur. Oui. Après, le reste, c'est une fois qu'on aura sauvé la planète, on pourra regarder de faire du social quand même. Hein, mais bon, effectivement, aujourd'hui, on fait tout en même temps. Mais pour revenir à des boîtes comme Thales, je n'ai rien contre Thales, mais leur risque de controverse est monstrueux. Et donc, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un missile qui tombe balancé par l'Arabie Saoudite sur une école au Yémen, ça tue 500 personnes. En pluie fine, ça va retomber dans les étages. On va vous demander de A à Z pourquoi vous avez, en tant que gérant,
l'argent investi dans cette boîte-là, alors que vous saviez pertinemment qu'ils fabriquaient des missiles. Et du coup, ce risque-là est totalement disproportionné. Et moi, je pense que l'armement, si c'est un sujet régalien, ça doit être pris en charge par le budget de l'État. C'est-à-dire que, autant on parlait tout à l'heure du nucléaire qui, je peux comprendre que ça soit financé par les privés, ça ne me choque pas. Par contre, les armes, si on considère que c'est un sujet régalien, ça doit être pris en compte par l'État et pas par le privé, parce qu'on reprend l'exemple, hein, à la fin, c'est l'épargne de l'assurance vie, enfin, c'est toujours comme ça que ça finit, c'est l'assurance vie qui finance tous des trucs comme ça, donc ça tient pas la route. Enfin, si on commence à renationaliser tout ce qui est un peu controversé, il va falloir le financer, le budget de l'État, là, en l'occurrence. Qu'est-ce qui est controversé ? Les armes, oui, c'est clairement controversé. Enfin, clairement. Enfin, le tabac aussi, 8 millions de morts à l'échelle de la planète. Donc, il faut réfléchir. On parlait du jeu, mais le jeu, après, avec des règles, FDJ, ils ont quand même réussi. Ils font attention à pas faire. Non, il n'y a pas de stigmatisation dans tout ce dans tous les noms qu'on cite. Non, mais oui, enfin, ils font des efforts aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de SG, ils font gaffe, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le truc en ligne avec les gamins qui jouent au poker toute la nuit, quoi. Hein. On n'est pas là-dedans, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, y compris dans des secteurs controversés, oui, il y a des mieux-disants, il y en a qui sont dans des logiques d'effort et d'intention positive. Exactement. Et puis après, si le charbon, si les Russes ils veulent nationaliser le charbon et continuer à faire des mines à ciel ouvert avec des types en tongs qui vont chercher le truc au fond de la mine, ça les amuse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais il va falloir leur mettre une grosse taxe CO2 aux frontières et puis ça va les calmer. Hein. Non, mais tiens, à propos de mines, mais juste pour boucler sur le sujet avec vous, Edmund, là on parle des pétrolières en l'occurrence, mais on n'a pas encore ouvert le sujet du mining, des groupes miniers, toujours avec l'idée que la transition énergétique va être intense en utilisation de métal et de métaux au sens large. Hein. Voilà, il faut simplement dire que si on va tous rouler en véhicule électrique, les Tesla ou autres demain, ça se fait comment ? On fabrique les véhicules comment ? Le composant le plus cher, c'est bien sûr la batterie. C'est quoi dans la batterie ? Lithium, cobalt, nickel, aluminium, étain, cuivre. Ah, ça vient d'où ? Ah oui, les mines. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais bien sûr, on peut demander aux groupes miniers quand même d'être un peu plus responsables avec les déchets, comment ils traitent leurs employés, comment ils traitent l'environnement. Tout ça, là, ça, c'est un vrai sujet et c'est quand même bien qu'aujourd'hui, la présentation des groupes miniers aujourd'hui, normalement, c'est la deuxième page de la présentation. On fait du bien. Bla, 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 bla. E, S et G. Et donc, parce qu'ils ont besoin de dire ça, parce que sinon, bien sûr, aucun investisseur va acheter leurs actions. Et c'est aussi simple que ça. Il y a aussi le recyclage quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti... autrefois, je regardais des boîtes du solaire. Il y a des boîtes solaires américaines qui aujourd'hui recyclent, quand elles enlèvent les panneaux, les vieux panneaux, ils en recyclent jusqu'à 90%. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas. Avant, ils prenaient ça, limite, ils le balançaient dans la mer. Enfin, non, mais l'empreinte sur le cycle de vie, vous dites, est en train de s'améliorer considérablement. Puis même en question d'argent. Je veux dire que quand vous voyez les progressions, les gens qui recyclent, ils prennent une vieille batterie, ils la recyclent. Si on en recycle 90%, c'est pas la même chose que quand vous l'achetez comme avant, quoi. Enfin, c'est clairement le sujet. Hein. Bon. Allez, pour conclure, il nous reste 3 minutes. Je vous ramène à des sujets un peu plus immédiats sur les marchés. On aura le rapport sur l'emploi américain demain, Edmund. Non, la question, c'était les taux longs américains qui semblent intégrer une politique monétaire peut-être un peu plus restrictive à terme. On verra, certains nous disent que les taux de la Fed directeurs peuvent remonter peut-être dès la fin 2022, début 2023. Est-ce que c'est un sujet qui va prendre encore un peu plus d'ampleur, peut-être avec un bon chiffre d'emploi demain aux États-Unis, avec la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine début novembre ? C'est quand même un sujet difficile à traiter. Pour la Réserve fédérale, c'est difficile parce qu'ils ont toujours le double mandat. Bien sûr, le taux d'inflation, il faut maintenir le taux d'inflation aux alentours de 2% en moyen terme. Très bien, on n'est pas là pour l'instant. Mais il y a une deuxième partie du mandat qui est quand même le marché d'emploi. Oui. Le marché d'emploi plein. Plein, ça veut dire quoi ? On ne sait même pas. C'est 4%, 5% de chômage ? On ne sait pas. Et même, c'est combien le taux de chômage actuel, vrai taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis ? On ne sait toujours pas. Parce qu'il y a quand même un niveau de chômage caché qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est peut-être aux alentours de 2,5%. Donc, pour moi, le vrai taux de chômage reste aux alentours de 7,5%. Donc, on est assez loin
du plein emploi, Voilà. y compris en intégrant l'idée peut-être que la pandémie a détruit certaines forces de travail, une partie de la force de travail aux Moi- États-Unis. Ça, vous y croyez pas? Non, parce que j'adore Joseph Schumpeter. Ah. L'idée comme on dit en anglais, creative destruction. On détruit des choses, des industries, mais on crée des autres après. Et donc les emplois, peut-être, pardon, le charbon, les mines. On n'a plus de mines, mais on crée de l'emploi dans les véhicules électriques. Ben, c'est ça comment l'économie mondiale fonctionne. Ça fonctionne toujours comme ça. Et je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, j'espère après la pandémie, après la pandémie, on est Oui, tout après, mais tout à fait sorti, bon. quasiment, Oui, on espère oui. quasiment, où effectivement on a plus d'innovation qu'on avait avant. Plus de start-up, plus d'innovateurs, plus d'entrepreneurs. Ouais. Et pour moi, ça peut booster la productivité à moyen terme. C'est tout à fait possible, qui va booster la croissance et qui peut booster aussi l'emploi. Demain, rendez-vous à 14h30 pour le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Les économistes attendent un rebond après des créations d'emplois positives au mois d'août, mais qui étaient un peu plus faibles que les mois précédents. On attend un chiffre autour de 450 000 créations d'emplois pour l'économie américaine au mois de septembre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de 4Point.cm, Alain Pitous, Senior Advisor ESG, et Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène justement en dehors des marchés cotés. On va parler du private equity et pourquoi est-ce que le private equity est en train de se démocratiser. Frédéric Stollard est à mes côtés en plateau. Frédéric Stollard, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes alors aujourd'hui managing partner chez Amboise Partners. Je le dis d'un mot parce que c'est important de comprendre votre parcours et comprendre la profondeur de la conviction que vous avez aujourd'hui sur l'idée que le private equity doit être fait pour tous, pour le plus grand nombre. Vous êtes une des grandes figures françaises du private equity, formée à l'école Apax il y a un peu plus de 30 ans, c'est ça, Frédéric Stollard. On retrouve d'ailleurs dans l'aventure, votre nouvelle aventure dont vous allez nous parler, donc la plateforme s'appelle Altaroc, on retrouve Maurice Chéniaud, le pape du private equity en France, fondateur d'Apax, qui est à vos côtés en tant que sponsor justement pour cette nouvelle aventure Altaroc. Et vous êtes, je le disais, managing partner chez Amboise Partners, qui est la société de gestion, si j'ai bien compris, qui va piloter, gérer les fonds de la gamme Altaroc. C'est ça, Frédéric Stollard? Tout à fait. Amboise lance aujourd'hui une nouvelle gamme de fonds qu'on appelle Altaroc, qui sont des fonds millésimés de private equity d'exception, dont je parlerai tout à l'heure. Ouais. Le sponsor, le pilote, c'est Amboise. Bon. Le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un moment, là, aujourd'hui, de rencontre entre le private equity et le monde du retail. Le private equity, et vous avez 30 ans d'expérience, c'est assez peu embarrassé généralement de la clientèle retail ces dernières années. Pourquoi est-ce que là, il y a un moment important peut-être de rencontre entre l'épargnant privé, particulier, et le monde du capital investissement? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que déjà, les taux d'intérêt sont à des niveaux extraordinairement bas. Quand j'ai démarré dans le private equity, il y a 30 ans, les taux d'intérêt étaient à 8 ou 10% par an. Donc, aujourd'hui, les particuliers en quête de rendement n'ont pratiquement plus d'options. Je suis un particulier, qu'est-ce que j'ai comme option? J'ai du fonds euro qui va me rapporter entre 0,5 et 1%. Allez, si je prends un fonds euro hyper performant, il va me rapporter 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. L'inflation est à 2,5, je m'appauvris. Je peux laisser mon cash en banque, il va bientôt être taxé. Je peux investir dans un fonds obligataire, retour net de frais négatif. Je peux investir dans l'immobilier, qui me rapportera, parce qu'il est très cher aussi aujourd'hui, il me rapportera entre 2 et 4% sur longue période, avec des incertitudes dans un monde, je dirais, post-Covid, sur l'avenir de l'immobilier locatif. Je peux investir en bourse, c'est vous le spécialiste. La bourse est chère, elle est volatile, elle rapportera sur longue période entre 3 et 4% net de frais. Le private equity rapporte depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour les meilleurs fonds, au-delà de 15% par an, voire au-delà de 20% par an. Vous cherchez du rendement, vous êtes un particulier, vous devez vous intéresser à cette classe d'actifs qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était réservée qu'à des institutionnels. Eh oui. Donc l'alignement des planètes, c'est les taux, c'est l'éducation, c'est l'évangélisation, c'est le fait que vous en parlez de façon régulière, c'est le fait que la presse en parle, et c'est le fait que l'État en parle. L'État a décidé, il y a 2 ans, d'édicter la loi Pacte. C'est totalement majeur. L'État se dit, on a un enjeu sociétal, on veut financer nos retraites. Comment est-ce qu'on financera nos retraites? Pas par des fonds euros, par le fléchage de l'épargne vers le financement de l'économie réelle,
c'est le private equity. L'État a décidé d'autoriser il y a 2 ans 100% de l'assurance vie investie en FCPR et 30% en FPCI. C'est majeur. Peu l'ont noté. L'État veut flécher l'épargne vers le private equity. Ouais. Et donc, effectivement, on coche là, en ce moment, toutes les cases comme on les a jamais cochées peut-être dans l'histoire du private equity. Vous dites que la bourse est chère, il faudra qu'on redise un mot de la cherté ou non d'ailleurs du private equity aujourd'hui. Mais comment on fait? C'est-à-dire l'offre Altaroc, là, une offre digitale d'ailleurs, Frédéric Stollard. Qu'est-ce qu'elle apporte justement? Qu'est-ce qu'elle lève comme frein pour permettre l'accès aux particuliers, au plus grand nombre, vous dites au meilleur du private equity? Quels sont les freins que vous levez là aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut voir une chose. Le private equity, ce sont 4000 fonds qui se lèvent tous les jours dans le monde, tous les jours dans le monde, tous les ans dans le monde. Ah oui. 4000 fonds par an. C'est massif, c'est cool. Dans le monde. Dans cet ensemble-là, vous avez des fonds de qualité médiocre, des fonds de qualité moyenne, des fonds de qualité exceptionnelle. Notre ambition, investir et identifier les 4 à 6 meilleurs gérants par an dans le monde tous les ans. Et construire un portefeuille accessible à des particuliers autour de ces 4 à 6 gérants. Aujourd'hui, les 4 à 6 gérants qu'on identifie chaque année sont inaccessibles à des particuliers. Le ticket d'entrée dans ces fonds, au moins 20 millions de dollars. Donc, seuls des institutionnels, caisses de retraite, fonds de pension, très grands family office, peuvent rentrer. Et même si vous êtes capable de mobiliser ces sommes, ces fonds totalement souscrits vous diront « Pourquoi dois-je te prendre toi ?» Donc, si vous ne les connaissez pas de longue date, si vous n'êtes pas capable de revenir tous les 3-4 ans dans ces fonds, vous ne rentrerez pas dans ces fonds. La révolution Altaroc, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de permettre à des particuliers de rentrer dans ces 4 à 6 fonds-là, alors qu'il faudrait pour construire ce portefeuille de 4 à 6 gérants, si je mets le ticket à 20 millions par fonds, il faudrait 80 à 100 millions de dollars pour être capable de construire ce portefeuille. La révolution Altaroc, c'est que pour 100 000 euros, 1000 fois moins, on vous fait un portefeuille de 4 à 6 gérants d'exception, aujourd'hui inaccessibles pour des particuliers. Oui, donc je comprends. C'est une offre c'est un fonds de private equity, c'est ça, Frédéric Stollard, hein? Vous investissez également en direct ou pas? Alors, c'est plus qu'un fonds de fonds. 80% de notre poche, ce sont des fonds d'exception. 20% de notre poche, ce sont des co-investissements directs à côté de ces fonds. D'accord. Donc c'est une plateforme qu'on vous vend dans du primaire à 80%, dans du secondaire à 20%. Mais si vous me permettez, c'est plus que ça, Altaroc. C'est 100% digital, de la souscription au reporting, au suivi de participation. C'est 100 ans d'expérience accumulée pour construire ces portefeuilles. Ça fait 50 ans que Maurice Chignot fait ça. Ça fait 30 ans pour vous. Ça fait presque 20 ans qu'Éric Sabia, notre directeur financier, fait ça. Maurice et moi avons été patrons de fonds. Donc on sait choisir, identifier, diligenter les meilleurs opérateurs. Donc Altaroc, c'est tout ça. Qu'est-ce que vous apporte le digital? Parce que je comprends, baisser le ticket d'entrée, évidemment, c'est indispensable si on veut intéresser une clientèle nouvelle au monde du private equity. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres freins à lever? Est-ce que le digital vous permet de lever d'autres freins, peut-être? Vous avez évoqué la transparence des investissements. Est-ce que c'est un point clé pour vous, justement, pour que le retail, le particulier, se trouve en confiance vis-à-vis de ces investissements? Totalement. Sans l'avènement du digital, une plateforme comme Altaroc ne pourrait pas exister. Et ça, c'est vrai à plein d'égards. Je vais vous donner un exemple. J'ai piloté pendant 20 ans un fonds institutionnel. Chez Sagard, hein, donc. Chez Sagard. Ouais. Notre dernier fonds Sagard, c'est presque 1 milliard d'euros, avec 25 investisseurs. C'est-à-dire un ticket moyen à 40 millions par investisseur. Un investisseur chez Sagard, pour s'onboarder, c'est-à-dire pour souscrire un autre fonds, il mettait typiquement 2 à 3 mois. Il fallait lire un bulletin de souscription qui faisait 150 pages, des allers-retours invraisemblables entre avocats, fiscalistes. Vous êtes un particulier, mettons qu'un distributeur vous a convaincu d'investir dans Altaroc, il a 5 minutes pour vous faire souscrire. Après, vous êtes parti. Vous n'avez pas 3 mois à consacrer. Comment fait-on pour convaincre en 4-5 minutes un souscripteur de rentrer dans notre fonds? Sur des horizons de 10 ans. Hein. Sur des horizons de 10 ans. Sans la technologie, sans la simplification du digital, vous ne pouvez pas y parvenir. Autre chose, un particulier aujourd'hui, il veut comprendre dans quoi il investit. Quels que soient les retours que nous lui promettions, il veut savoir dans quoi ce fonds est investi. Grâce à notre plateforme digitale, les gens vont être capables de suivre à tout moment sur leur téléphone tout ce qu'il se passe dans les millésimes que nous avons construits. Ça veut dire quoi? On a investi dans un fonds de
Je prends Insight, qui est, je pense, un des meilleurs fonds de buyout dans le software dans le monde. Tous les deals qu'Insight fait en ce moment sont sur notre site. Vous avez en temps réel les deals qu'Insight a fait cette semaine. Vous aurez demain les sessions qu'Insight aura fait dans la semaine. Vous aurez après-demain les introductions en bourse qu'Insight aura fait. Et vous me direz, Frédéric, vous m'avez promis dans les fonds Altaroc 50% d'exposition au software. Est-ce que vous tenez votre promesse? Je vous dirais, regardez votre téléphone. Vous faites Altaroc, software, et vous aurez la liste de toutes les participations dans nos millésimes. Sans la technologie, c'est impossible. Et donc le rythme de croisière, c'est un fonds par an qui va sélectionner les 4, 5, 6 meilleurs gérants, c'est ça, du moment? C'est ça l'idée Les 4 à 6 meilleurs gérants chaque année. Chaque année, Notre oui, job, c'est ça. Ah ben c'est pas toujours les mêmes. Un millésime, ce ne sera pas les mêmes. Et oui. Un millésime par an, différent tous les ans. Bon, terminons sur la question du prix quand même et des multiples. Vous me dites que la bourse est chère, je l'admets volontiers, mais si la bourse est chère, est-ce que le private equity n'est pas en surchauffe, Frédéric Stollard? Et est-ce que c'est pas un problème? Vous en avez vu des cycles d'investissement, mais justement, comment là aussi, comment est-ce qu'on lève le frein de la question de la valorisation si c'est toujours un bon moment pour investir? Je vais vous surprendre. C'est toujours un bon moment pour investir en private equity. Aujourd'hui, la bourse est chère. En tout cas, elle est plus chère qu'elle ne l'a été. Mais tout est cher. Quand les taux d'intérêt sont négatifs, tout est cher. Le private equity aussi, Le private equity est cher, oui. indiscutablement. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le private equity depuis 50 ans? La moyenne du private equity a fait 7% par an de mieux que la bourse sur 50 ans. Et les meilleurs fonds de private equity, ce qu'on appelle le premier quartile, a fait 15% par an de mieux que la bourse. Ce que je dis, c'est que ça va continuer. Parce que ces fonds d'exception ont des recettes industrielles qui expliquent cette surperformance, que cette surperformance va continuer. La réalité, quand la bourse faisait 10 points, les fonds d'exception en faisaient 25. Si demain la bourse en fait 3, les fonds d'exception en feront 18. Donc, je ne peux pas vous garantir que le private equity fera demain, en valeur absolue, la même performance que celle qu'il a faite par le passé. En valeur relative, les fonds d'exception continueront à surperformer les marchés cotés sur très longue période. Un dernier mot, la question de la liquidité. Est-ce que c'est un problème pour la clientèle que vous cherchez à adresser aujourd'hui, Frédéric Stollard? On a craqué pas mal de choses sur le premier véhicule Altaroc. On n'a pas encore craqué la liquidité, mais aujourd'hui, les gens qui rentrent chez nous s'engagent sur 5 à 10 ans. Il faut accepter, pour faire ces rendements-là, il faut le sens du temps long. La réussite de la clé de ces performances, c'est donner le temps long. Mais on n'a pas dit notre dernier mot avec Maurice. On a quelques idées sur les millésimes 2, 3, 4 pour offrir en plus de la liquidité au private equity. À quel rythme? On le saura plus tard. Je reviendrai sur le plateau. On le saura plus tard. Je reviendrai sur le plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup Frédéric Stollard d'être venu nous parler. Donc du lancement de la plateforme Altaroc et de l'idée quand même que le private equity est en train de se démocratiser. C'est un moment clé sans doute pour cette industrie du capital investissement. Frédéric Stollard à nos côtés en plateau, managing partner chez Amboise Partners. Ainsi se termine Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.